Bonjour à tous. Je suis Myriam Victor, chargée des CSE chez Jury Travail, où j'anime entre autres deux groupes à destination des élus sur Facebook et sur LinkedIn. Et je vous souhaite donc la bienvenue à cette webconférence à destination des entreprises et des CSE. Nous vous remercions d'être toujours aussi nombreux à suivre ces webconférences. Comme vous le savez, chez Jury Travail, nous avons souhaité nous mobiliser à vos côtés en vous faisant bénéficier de toute l'information juridique dont nous disposions, mais aussi en vous ouvrant notre réseau d'experts. Nous avons le plaisir d'accueillir, enfin de retrouver plus exactement Maître Fontana, avocate en droit du travail au barreau d'Aix-en-Provence. Bonjour à vous, maître, et merci d'être parmi nous. Oui, bonjour, écoutez, je vous remercie de votre invitation et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau webinaire. Merci encore. Nous avons également le plaisir d'accueillir mademoiselle Mounira Nessa, qui est directrice générale adjointe de KTIS. Elle est spécialisée en santé au travail et en management des organisations. Depuis une quinzaine d'années, elle dispose donc d'une solide expérience de terrain qui lui permet d'appréhender les enjeux de santé et de performance, aussi bien dans le secteur privé que public. Et elle intervient régulièrement sur des questions d'évaluation des organisations, de diagnostic sur les risques professionnels, dont les risques psychosociaux, ainsi que dans l'accompagnement au changement et la formation à destination des représentants du personnel, des managers. Merci beaucoup à vous d'être parmi nous également. Oui, bonjour et merci de nous accueillir. Donc, cette webconférence traitera d'un sujet qui intéresse les entreprises et les élus de CSE, à savoir les mesures à mettre en place pour le déconfinement. Donc là, le déconfinement a eu lieu depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Donc, on a un petit peu de recul sur ce qui a été d'ores et déjà mis en place dans certaines entreprises et nous essaierons de voir s'il y a des améliorations qu'il est possible d'y apporter. Donc, avant de démarrer, quelques informations que je tenais à préciser ou à rappeler pour nos habitués. Je vous rappelle donc que nous avons mis à votre disposition une page www.jurytravail.com/coronavirus qui répertorie donc tous nos articles, dossiers ainsi que le planning des webinaires qui traitent donc des sujets de la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Donc n'hésitez pas à la consulter. Et si vous avez besoin de conseils plus précis sur la situation exacte de votre entreprise à propos des sujets que nous allons aborder, nous avons précisé donc les coordonnées de Maître Fontana et de Mademoiselle Nessa. Donc n'hésitez pas à les contacter. Nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette webconférence, comme nous en avons régulièrement l'habitude, afin que vous puissiez nous poser vos questions. Donc, nous les avons transmises à Maître Fontana et à Mademoiselle Nessa qui vont y répondre durant cette session. Nous allons donc aborder différents thèmes et le premier, c'est le plan de continuité d'activité. Donc, Maître Fontana, première question, le plan de continuité d'activité, est-ce que c'est exactement la même chose que le protocole de déconfinement ou ça recoupe des… Excusez-moi, je vais reprendre ma question. Est-ce que ce sont deux notions différentes ou c'est deux appellations en fait qui décrivent le même document? Alors, en fait, on pourrait penser que c'est la même chose et pour autant, ce sont deux notions qui se recoupent mais qui sont différentes. Parce que le protocole de déconfinement, c'est quelque chose en fait qui est une appellation générale qui a été établie par le ministère du Travail le 3 mai 2020 en prévision du déconfinement général. Et il a été établi à destination des entreprises
de sorte à ce qu'elles puissent avoir des pistes de réflexion pour assurer la sécurité et la santé des salariés, ce qui vient d'ailleurs en complément des fiches métiers qui avaient déjà été publiées. Alors, lorsque on prend connaissance de ce protocole de déconfinement, on voit qu'il donne en fait des axes de sorte à ce que les entreprises puissent les explorer avec des consignes qui sont données aux entreprises qui sont réparties selon plusieurs thèmes. Parmi ces thèmes, sauf erreur de ma part, je crois qu'on en compte 10. Notamment, ça va parler à tout le monde, hein, le respect strict des mesures barrières et la distanciation physique, le respect des 4 mètres carrés par salarié dans notamment les open space, la mise en place de la circulation du personnel sur site, on parle de gestion de flux. La question test ou pas de test de dépistage en entreprise, là le protocole de déconfinement qui a été publié est très précis, il dit pas de test de dépistage en entreprise. La possibilité par contre de manière encadrée du contrôle des températures des salariés, même si quand on lit le protocole on voit que c'est plutôt déconseillé. Enfin, l'utilisation des équipements professionnels et puis 2 autres pans qui sont anticiper le nettoyage et la désinfection des locaux avant la reprise, donc ce qui a dû déjà être mis en place, ou qui doit être mis en place, et la nécessité de la prise en charge d'une personne symptomatique. Ce protocole de déconfinement, juridiquement, il pose une problématique parce qu'il n'a pas de valeur légale. Il ne s'agit pas d'une loi, il ne s'agit pas d'une directive. C'est vraiment un outil de support qui va permettre quoi, à mon sens, qui va permettre justement de faciliter la mise en place d'un plan de continuité d'activité qui, lui, doit être spécifique dans chaque entreprise. Si vous voulez, le protocole de déconfinement, c'est la trame, et le plan de continuité d'activité, c'est ce qui doit être mis à jour ou qui doit être fait dans chaque entreprise de manière spécifique. La difficulté juridique, je vous le dis tout de suite, c'est le protocole lui parle de pouvoir et ou devoir. Donc la notion de sanction qui pourrait en découler derrière reste assez floue et posera à mon sens difficulté. Pour autant, les directives qui sont données sont assez claires et permettent la mise en place d'un plan de continuité d'activité qui lui non plus en soi n'est pas une obligation légale, mais avec un grand point d'exclamation, attention à l'entreprise qui ne le mettrait pas en œuvre aujourd'hui parce que effectivement, toute la question de la santé, de la sécurité des salariés au travail en découle dans le contexte actuel que nous rencontrons. Très bien, merci beaucoup, maître. Donc, vous avez répondu à la question suivante sur, à savoir, est-ce obligatoire de mettre en place un plan de continuité d'activité? Donc, la réponse est non. Et quels sont les avantages pour un employeur d'en avoir un? Alors, déjà, la réponse, elle est non juridiquement, mais à mon sens, ça reste quand même essentiel, hein, que je sois bien claire sur ça, je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Le PCA, c'est un outil dont les grands groupes avaient déjà connaissance et c'est quelque chose qui, sur les petites moyennes entreprises, est sans doute nouveau. L'avantage d'un PCA, en dehors même de toute crise sanitaire, c'est de faire de la prévention d'une potentielle crise. Ça peut être du piratage informatique, ça peut être des locaux, une partie des locaux d'un établissement qui subit un incendie. C'est assez vaste quand même. Ce PCA, c'est en fait un document qui va recenser les procédures et les outils à mettre en place pour assurer la pérennité des prestations de services qui sont essentiels à l'entreprise. C'est un outil d'aide qui doit décliner une stratégie dans le contexte de crise afin de garantir à l'entreprise la continuité de son activité, notamment, et là c'est le cas, lorsque son mode de fonctionnement est dégradé. Alors, dans le cadre de l'épidémie Covid-19, le PCA va permettre notamment de lister et de prioriser les actions à mener afin de protéger la santé et la sécurité des salariés qui doit rester, à mon sens, le maître mot de la reprise du travail. Les avantages, donc, c'est anticiper les risques, se prémunir contre leurs effets les plus graves. En l'occurrence, c'est réduire la durée aussi de la crise, puisqu'on est à la fois dans une reprise d'activité, mais une prévention aussi et surtout du risque de contamination, puisque c'est l'objet même du débat actuel.
Il y a aussi, bien entendu, il ne faut pas l'oublier, c'est limiter l'impact juridique, notamment sur quel point les engagements contractuels avec les partenaires, éviter les litiges ou les pénalités de retard, sachant que la loi d'urgence a pris des mesures qui sont relatives à tout ce qui est chantier public notamment. Mais en matière de privé, on a les contrats qui s'appliquent, sauf certaines clauses qui ont pu être incluses en amont, mais qui n'excluent pas forcément les pénalités de retard qui étaient contractuellement prévues. C'est bien entendu aussi maintenir l'activité de l'entreprise et j'insiste, quitte à être dans la répétition, assurer la protection de la santé, de la sécurité des salariés. À mon sens, dans le PCA, alors bien sûr, Madame Nessa sera plus à même de vous dire le contenu précis qu'il y a à avoir dans chaque branche d'activité, que ce soit l'hôtellerie, que ce soit la restauration, que ce soit le bâtiment. Mais à mon sens, il y a quand même quelque chose qui est essentiel, c'est de ne pas omettre dans le PCA la liste des responsables de la mise en œuvre de ce PCA, justement, qui détaille la composition du dispositif de gestion de crise. Parce que les PCA que moi j'ai pu avoir en lecture omettent de désigner des responsables. Il faut toujours juridiquement un responsable. Se pose la question très souvent de la délégation de pouvoir, de sorte à confier à des personnes compétentes le suivi et la gestion du PCA. Et attention, cette délégation de pouvoir, elle est comme toute délégation de pouvoir, elle doit intervenir dans un cadre légal avec un respect des règles juridiques qui lui sont applicables. Très bien, merci beaucoup, maître. Justement, mademoiselle Nessa, excusez-moi, avez-vous eu, vous, l'occasion d'accompagner des entreprises dans la rédaction de ce genre de documents et que préconiseriez-vous? Alors, au niveau du cabinet KTIS, on n'a pas rédigé directement des plans de continuité d'activité. Par contre, on accompagne un représentant du personnel et direction dans la mise en œuvre et dans le déploiement des plans de reprise graduelle d'activité. Donc, on est beaucoup mobilisé sur ce sujet-là. Il faut savoir que il y a un double enjeu au niveau des entreprises. C'est à la fois d'éviter une rupture en matière d'activité et en même temps garantir pour tous les salariés la sécurité et la santé dans le cadre de la pandémie qu'on connaît et du contexte qui est complètement extraordinaire, voire dégradé en tous les cas. Donc, il faut bien entendre pour les auditeurs que tout ça, il n'y a aucune copie parfaite et il ne va pas suffire d'écrire des plans de continuité d'activité. C'est vraiment, comme le disait Maître Fontana, c'est vraiment une dynamique. C'est vraiment, il faut considérer ça comme un pilotage, comme un projet à piloter. Et pour que ce soit piloté au mieux, il faut impérativement que des lettres de mission, des responsabilités soient bien désignées, etc. Autrement, si on n'est pas structuré, j'allais dire, dans le déploiement des PCA, il faut s'attendre à avoir des failles. Et le problème, c'est que comme on peut rester plusieurs mois en mode un peu particulier, il faut impérativement qu'il y ait une dynamique claire, une architecture claire au niveau des personnes qui vont conduire la reprise d'activité, la continuité d'activité. Ça, c'est une recommandation qui est majeure en fait. Il ne va pas suffire de désigner un seul responsable, il faut vraiment voir ça comme un écosystème qu'il va falloir mettre en place pour qu'on limite au maximum des démobilisations autour de ce qui aura été recommandé et préconisé dès le départ. D'accord, très bien. Merci, mademoiselle Nessa. Une autre question un petit peu en lien avec le plan de continuité d'activité, mais qui va également annoncer la partie suivante sur les mesures sanitaires. L'un de nos internautes nous demande quel est le rôle du médecin du travail dans ce contexte si particulier.
Alors sur le rôle du médecin du travail, alors là je renvoie les auditeurs à l'ordonnance qui est sortie donc le 1er avril 2020 et qui décrit bien les prérogatives et les attendus au niveau des médecins du travail. Donc il y a 3 choses qu'il faut retenir sur la partie médecin du travail. Donc il est clair qu'il y a un renforcement de sa mission en lien avec la prévention du Covid-19. Ça, c'est un point qui est central dans les attendus. Donc, on entend par là l'appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention, l'accompagnement aussi des entreprises pour adapter au mieux l'activité et préserver au mieux la sécurité des salariés. Un rôle important au niveau aussi des messages de prévention contre le risque de contagion. Ça, c'est un point qui est important. Deuxième attendu, on a un élargissement des pouvoirs du médecin du travail pendant la pandémie. Donc concrètement, il y a une possibilité pour le médecin du travail de prescrire ou de renouveler un arrêt de travail s'il y a suspicion ou infection liée au Covid-19. Donc ça, c'est quand même un changement important en termes de réactivité aussi. Donc, pour le coup, jusqu'au 31 août 2020, le médecin du travail, il va pouvoir prescrire ou renouveler un arrêt de travail s'il y a présence d'infection ou suspicion d'infection à Covid-19. Donc là, c'est important parce qu'en termes de délai de réactivité, ça devrait permettre de limiter les risques de contamination au sein de l'entreprise, tout en soulageant aussi les réseaux des médecins de ville. Deuxième possibilité aussi pour les médecins du travail, c'est de procéder à des dépistages, à des tests de dépistage de Covid-19. Donc là aussi, c'est une des prérogatives donc, qui a été affichée par le ministère du Travail. Par contre, il n'y a pas vraiment de précision dans quelle mesure finalement les services de santé au travail seront fournis ou équipés en tests de dépistage. Donc là aussi, les aspects opérationnels, ils ne sont pas encore clarifiés. Donc voilà sur ce point-là. Alors j'aimerais juste dire aux auditeurs, il faut vraiment avoir une approche systémique en matière de prévention. Il faut surtout pas penser que le médecin du travail ou la personne responsable de l'hygiène, de la sécurité et l'environnement vont avoir des rôles exclusifs et spécifiques. Il faut vraiment penser la prévention et le contexte actuel vraiment dans une approche systémique. C'est-à-dire comment on crée une dynamique de confiance au sein de l'entreprise pour que on ait vraiment une dynamique et une sécurité vraiment qui s'engage et pas justement un verrouillage au niveau de telle ou de telle personne. Il faut vraiment éviter cette situation et vraiment penser la prévention en incluant la médecine du travail, le service de santé au travail, le domaine RH, les représentants du personnel, les managers de proximité, le top management, etc. Donc, il faut bien comprendre qu'une fois qu'on aura mis en place ces conditions-là, en plus d'un plan de continuité d'activité assez bien structuré, on sera dans un contexte vraiment beaucoup plus favorable pour passer les prochains mois à venir. Elle est là l'inconnu en fait, parce que c'est pas comme si on devait être en situation extraordinaire pendant 15 jours. On ne sait pas aujourd'hui combien de temps ça va durer. Il faut bien savoir que certaines entreprises vont peut-être faire le choix de prolonger les mesures qui vont être prises, au-delà de ce qui sera recommandé même. Vous voyez, donc il faut vraiment investir sur la structuration de tout ça au sein de l'entreprise. Oui, tout à fait. Et au long cours, comme vous le dites, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et j'ajoute juste une petite parenthèse sur le médecin du travail. C'est une expérience personnelle. Je rappelle que les médecins du travail sont conviés aux réunions de CSE. Et lors de notre CSE extraordinaire sur les mesures sanitaires à employer dans l'entreprise, nous avons eu le plaisir de voir notre médecin du travail présent qui a été de très judicieux conseils. Donc, qu'il s'agisse d'élus ou de présidents de CSE qui nous écoutent, n'hésitez vraiment pas à insister à ce qu'il assiste à votre réunion sur les mesures sanitaires.
Donc passons à ce sujet des mesures sanitaires. Doit-on former les salariés aux mesures de prévention qui auront été préconisées dans l'entreprise ou une simple information suffit-elle? Donc, Maître Fontana, légalement, qu'est-ce qui est obligatoire? Légalement, l'information doit précéder et compléter la formation. Après, j'ai envie de vous dire, effectivement, ça va être au cas par cas parce que les mesures d'hygiène et de sécurité qui vont être mises en place vont dépendre notamment de la taille de l'entreprise. On ne peut pas demander à une entreprise de moins de 10 salariés qui travaille par exemple dans le conseil d'avoir les mêmes règles de mesures d'hygiène et de sécurité qu'une entreprise qui compte 3000 salariés, certains en usine, d'autres en bureau d'études. Donc, ça va être vraiment dans des situations particulières qu'il va falloir coller. Et c'est bien là la différence entre le protocole, justement, et le PCA. L'obligation d'information, elle est légale. L'obligation de formation aux mesures de prévention, elle coule de source. Parce qu'une information sèche ne peut pas suffire. Et ce qu'il faut favoriser, c'est le dialogue social. Sauf erreur de ma part, on n'a pas évoqué la question de la consultation du CSE et sa place dans cette reprise d'activité, mais c'est en concertation avec les instances représentatives du personnel qu'il va falloir élaborer une stratégie de sorte à ce que l'information soit portée à la connaissance de tous. Alors, ça passe par les mailings, l'affichage, la réunion d'information, et puis après la formation qui va être propre à chaque fonction ou type de fonction, qui doit être faite par des modules de formation, tout simplement. J'insiste parce que je sors de ma part encore, on a sauté cette question sur la consultation du CSE en période de crise. Elle est, je suis désolée. Mais ce n'est pas grave, je l'inclus dans cette réponse. Elle est essentielle parce que s'il n'y a pas de dialogue social, les mesures de prévention ne vont pas pouvoir se mettre en place. Il faut justement travailler en concertation avec tout le monde. Vous l'avez donné avec l'exemple du médecin du travail. Et sachez même que pour les entreprises qui se demandent comment aujourd'hui réunir le CSE, dans quelles conditions, on a des articles qui permettent d'avoir recours aux visioconférences pour les CSE avec des votes à bulletin secret. Je donne les références parce que c'est ce qui m'était demandé par un internaute, sauf encore erreur de ma part. Il s'agit des articles D 2315-1 et -2 du décret 2017-1819 du 29 décembre 2017. Et puis ensuite, ce sont les lois d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020 qui a permis de modifier les modalités d'information des instances représentatives du personnel et de sorte à alors permettre d'émettre des avis dans des délais qui ont été en fait modifiés. Et c'est une ordonnance du 22 avril 2020, l'ordonnance 2020-460, qui prévoit qu'un décret en Conseil d'État définit par dérogation aux stipulations conventionnelles les délais relatifs notamment à la consultation et à l'information du CSE sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de propagation de l'épidémie. Et enfin, c'est un décret du 2 mai 2020 qui, là encore, adapte de manière temporaire les délais relatifs à la consultation et à l'information du CSE. Ces délais ils ont donc été raccourcis et même si un CSE devait avoir recours à un expert, les délais là aussi, quand il y a un recours à une expertise, ont également été réduits pour qu'une réponse rapide puisse être apportée à justement la santé, la prévention de la santé et de la sécurité des salariés. Donc il faut voir la prévention, l'information et la formation comme quelque chose de global qui doit être vécu par toute la hiérarchie au sein même d'une entreprise, du dernier salarié entré au dirigeant de l'entreprise.
Mademoiselle Nessa, j'imagine que vous êtes à 100% d'accord avec ce que vient de dire Maître Fontana. Euh, la formation aux mesures de prévention, à votre sens, n'est-elle pas quasiment indispensable, en particulier dans les grands groupes, Et, pour obtenir une elle, adhésion des salariés? elle constitue un préalable, elle fait partie, j'allais dire, du processus de reprise d'activité. Elle fait partie, la formation, on peut mettre le nom qu'on veut, hein, formation, sensibilisation, mais elle est un préalable, j'allais dire un prérequis à toute réintégration du lieu de travail. Ça, c'est un point qui est essentiel. On ne peut pas aujourd'hui imaginer qu'après la période de confinement, etc., qu'on puisse comme ça rentrer, revenir sur le lieu de travail sans avoir été briefé pendant quelques heures, hein, par des acteurs de prévention de l'entreprise. Ça, c'est un point majeur. Après, je dis, soyons vigilants. Il faudra surtout pas penser que ce temps de formation ou de sensibilisation suffira pour la suite. Pourquoi? Parce que généralement, ce sont des formations un peu globales à l'intérieur desquelles les salariés qui ont des activités diverses participent. Donc, on a vraiment une approche globale de la prévention. Donc, le sujet, c'est le suivi post-reprise d'activité et le travail au quotidien pour maintenir à la fois la conscience du risque et la vigilance et le respect, j'allais dire, des règles qui vont être embarquées. Donc, il faut être vigilant. C'est vraiment un prérequis, mais on ne peut pas considérer que de diffuser cette formation, ça suffira à avoir le salarié exemplaire pendant les mois à venir. Parce que pourquoi? Il y a un effet de foule. Les aspects comportementaux, ils sont fondamentaux hein, pour ce type de situation. Donc, si vous êtes sur un effet de foule un peu dégradé où il y a une baisse de vigilance et une baisse de respect des règles, forcément, ça va avoir un effet d'entraînement. Et inversement, si vous êtes sur des situations positives où vraiment tout le monde joue le jeu, etc., et il y a un effet de foule hein, par le haut, j'allais dire. Donc, il faut être vigilant sur cette approche. C'est vraiment sur le Covid-19, c'est un travail vraiment collectif, hein, sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines. Il faut vraiment de la rigueur, en fait, hein, parce qu'il y aura des baisses de vigilance, il y aura des baisses de forme, il y aura d'autres priorités que d'essuyer le bureau à chaque fois qu'on y sera passé, vous voyez. Donc, il faut quand même une veille collective et une solidarité aussi collective, quoi, pour tenir. Très bien, merci beaucoup. Alors justement, Maître, vous effleuriez le sujet tout à l'heure sur les sanctions. Nous avons nos internautes qui nous demandent quoi faire si un salarié ne respecte pas les consignes de gestes barrières et de distanciation ou s'il n'utilise pas les masques fournis ni les produits. Y a-t-il sanction obligatoire? Comment ça se déroule? Alors, je dirais que d'abord, le bon sens, c'est que il y a la crainte effectivement que peut-être certains salariés ne mettent pas en œuvre les mesures qui vont leur être demandées parce qu'ils vont les trouver soit contraignantes, soit parce que, comme vient de le dire Madame Nissa, peut-être au bout d'un moment de quelques semaines, l'effort produit va diminuer, la tension va baisser et qu'on va lever la garde. À mon sens, même s'il est évident que si un salarié devait avoir un comportement répété, volontaire, avec une volonté certaine de refuser cette subordination, ça pourrait conduire à des sanctions. Mais avant d'en arriver là, il faut favoriser l'explication répétée. Et donc, effectivement, peut-être ponctuer régulièrement, soit une petite réunion de sensibilisation, soit un petit mot, une petite nouvelle affiche, ou dans les entreprises où il y a des menus déroulants, penser à. Après, peut-être qu'on ne les regarde plus. Mais donc, d'abord, essayer de répéter, plus on répète, plus l'information est censée rentrer. Si vraiment le salarié oppose un refus, eh bien, ça va être un rappel. Et puis, gradation dans la sanction, ça va être un avertissement
avertissement et une sanction, à mon sens, pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, s'il venait de par son comportement à mettre en danger, certes, sa propre santé, mais surtout la santé de ses collègues de travail. Donc, un salarié qui ne respecterait pas les les consignes de gestes barrières de distanciation ou qui refuserait d'utiliser un masque fourni, sauf un motif légitime qui lui appartiendrait de démontrer, se placerait en situation d'insubordination, comme toute situation où il refuserait finalement de se soumettre à une directive de son employeur. Se pose la question du règlement intérieur et de la liste des sanctions. À mon sens, dans le cadre du dialogue social et de l'établissement, non seulement du PCA, mais surtout de la DUR dont on avait parlé la dernière fois, il faut envisager un paragraphe dans le règlement intérieur qui devrait être mis à jour. Très bien. Alors, une petite question supplémentaire que nous posent les internautes qui nous regardent. Le médecin du travail peut-il dispenser la formation aux mesures de prévention, mademoiselle Nessa? Le médecin du travail, moi, ce que j'ai observé, c'est il y a des binômes qui se créent lors de la formation. Ça peut être le HSE plus l'infirmière de santé, le médecin peut passer, le directeur ou la directrice de l'établissement peut passer aussi. Il n'y a pas de dogme en la matière. L'idée, c'est que sur ce temps de sensibilisation ou de formation, il y ait vraiment les messages clés qui soient diffusés quand même aux salariés. Donc, le médecin du travail, il peut tout à fait et ça fait partie de ses prérogatives aussi. Il peut participer à la formation, à la diffusion de messages de prévention. Merci beaucoup. Une autre question, toujours par rapport à ces mesures sanitaires, et là on parle plus de tout ce qui est marquage au sol, sens de circulation dans l'entreprise. Est-ce qu'un membre du CSE doit être présent lors de la mise en place de toute cette signalétique, ou est-ce juste souhaitable qu'il le soit afin qu'un maximum de personnes soient impliquées dans toutes ces mesures? Alors sur ce sujet, non, il n'y a pas d'obligation et tant mieux, j'allais dire, parce que voilà, après il faut faire confiance aux responsables de proximité, aux managers de proximité. Dès lors qu'il y a une consigne qui a été donnée pour mettre en place les marquages au sol, les sens de circulation, etc., on peut considérer que le rôle de représentant du personnel, c'est dans le cadre de leur visite, de leur prérogative, ils puissent constater la conformité ou alors les ajustements qui soient nécessaires, etc. Donc, ça se fait plus dans ce climat-là plutôt que d'un climat un peu plus voilà, parce que les managers, ils sont beaucoup mis à contribution sur les temps actuels. Il faut pas oublier qu'ils gèrent à la fois l'activité courante, ils ont un rôle important sur toute la question des espaces de travail. Ils ont un rôle important aussi puisqu'ils ont souvent des salariés qui sont dispersés dans leur lieu de travail, soit au domicile, etc. Donc tout ça fait que il faut aussi laisser les choses s'installer. Mais grosso modo, il n'y a pas d'impératif qu'il y ait un représentant du personnel derrière chaque marquage. L'idée, c'est de décréter qu'il y a un marquage qui va être fait et que derrière, les choses, elles se déploient en fait. D'accord, très bien. Alors une petite question bien concrète qui touche de nombreuses entreprises qui ne sont pas dotées de restaurants d'entreprise. Donc là, on parle sans doute plus de TPE et PME. Peut-on supprimer l'accès au micro-ondes, à la cafetière ou au frigo dans la salle qui habituellement est mise à disposition des salariés? Alors moi, la remarque que je ferai là dans le sens de Maître Fontana, il faut vraiment penser TPE et PME quoi. Il faut pas être dogmatique sur ce sujet. Je sais que dans les grandes entreprises,
il y a un choix qui a été fait pour commencer, pour le redémarrage de l'activité, de limiter au maximum, enfin de mettre en off hein, les machines de distribution. Les débits d'eau aussi, puisqu'il y a pas mal de salariés qui venaient remplir leur bouteille d'eau directement au niveau du distributeur. Donc là, on est sur des zones à risque hein, en matière de prévention du Covid. Donc il y a un premier choix qui a été fait de dire ben, on les met en off hein, ces machines. Donc il y a des solutions qui ont été trouvées pour des espaces, j'allais dire, de ravitaillement pour les entreprises qui ont l'occasion, hein, j'allais dire, d'avoir des prestataires extérieurs qui vont intervenir sur tout ce qui est alimentaire. Par contre, pour ce qui est de l'échelle des machines, là aussi à voir. Hein, il y a des entreprises qui refusent complètement les points de café. Et par contre, il y en a d'autres qui ont fait un affichage beaucoup plus responsable, hein, avec des recommandations claires sur l'utilisation des espaces de restauration et l'utilisation des espaces de ravitaillement du café. Donc ça tient à des mesures très pratico-pratiques. Par exemple, sur la cuisine, vous pouvez éviter limiter le nombre de présences au niveau de l'espace. Et sinon, pour tout ce qui est machine à café, ben, les mesures, c'est clair, hein, c'est se laver les mains avant de toucher la machine, c'est garder une distance entre collègues, c'est nettoyer la façade de la machine dès qu'il y a eu contact, avant et après. Il y a aussi des recommandations, c'est-à-dire de donner des dosettes de café individuelles, une espèce de doggy bag hein, de dosettes de café pour éviter que tout le monde manipule les sachets. Donc, pour ces choses-là, il vaut mieux fonctionner vraiment à l'intelligence collective. Hein. Donc, pareil, hein, il ne faut pas être dogmatique, mais il faut être vraiment très pédagogique, très clair aussi sur les mesures, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire. Parce que le café, c'est un peu enfin, je veux dire, c'est un moment important pour les salariés. Hein. Et Tout à je fait. sais que ça fait partie des choses qui ont un peu bloqué hein, les salariés au démarrage de la reprise. Le fait qu'il n'y ait pas de point de café, etc. Après, moi, pas plus tard que ce matin, malgré qu'il y ait eu des marquages, etc., par des prestataires extérieurs hein, sur des points de café, on s'est vite rendu compte que voilà, il y avait des salariés qui respectaient pas vraiment la distance sociale et qui, normalement, quand on prend Alors, on a un petit souci de son. Alors, mademoiselle Nissa, je suis désolée, votre micro semble être désactivé. Alors, on reprendra mademoiselle Nissa un peu plus tard. J'imagine qu'elle va tenter de se reconnecter. Une petite question pour vous en attendant, Maître Fontana, par rapport au certificat médical d'isolement. On a eu le cas d'un salarié qui, avant la reprise du travail en présentiel, était en télétravail, puisque son poste était éligible au télétravail. Et son médecin traitant, ne souhaitant pas qu'il retourne dans son entreprise, lui a délivré donc un certificat médical d'isolement. Et du coup, son employeur l'a placé en chômage partiel et non plus en télétravail comme c'était le cas avant. Là, à mon sens, l'employeur commet une erreur parce que au moment du confinement, ce salarié était en capacité de faire du télétravail. Donc, du fait du confinement, il était déjà à l'isolement. Le fait que son médecin traitant considère que c'est donc ce qu'on appelle une personne à risque et donc nécessite de rester encore isolé, ne fait pas de lui quelqu'un de malade et donc dans l'incapacité de travailler. L'employeur devrait permettre à ce salarié de poursuivre l'activité en télétravail, ce qui est quand même au demeurant les recommandations qu'on retrouve dans le protocole de déconfinement,
c'est de dire que pour éviter et gérer les flux et qu'il y ait trop de personnes qui se retrouvent sur le lieu de travail, c'est la poursuite du télétravail tant que cela est possible et que le salarié n'est pas lui-même dans une situation, on avait pu l'évoquer dans le précédent webinaire, qui le placerait dans une possibilité de burn-out, de grands sentiments d'isolement, et que donc lui-même ferait la demande pour motif impérieux de retourner sur site pour avoir en fait un contact et une vie sociale. Donc là, l'employeur qui place le salarié en chômage partiel commet une erreur. Et je dirais à ce salarié d'envoyer d'abord un petit mail à sa RH pour lui expliquer qu'il est totalement en capacité de travailler et qu'il sollicite la poursuite du télétravail. Il n'y a aucune raison que cela lui soit refusé, sauf à considérer que sa présence est essentielle sur site, mais je ne vois pas pourquoi elle serait devenue du jour au lendemain, alors que pendant la période de confinement, il pouvait travailler de manière isolée. Ce cas de figure va se poser pour tous les salariés qu'on va qualifier de contact à un cas Covid et qui vont devoir être mis en quatorzaine le temps de savoir s'ils ont été contaminés ou pas. Ce qui est dit, c'est que tant qu'ils ne sont pas malades et que le télétravail est possible, la poursuite du télétravail doit se faire même pendant cette période de 14. Donc, soyons vigilants, le recours au chômage partiel ne correspond pas à ce cas de figure. C'est très clair. Merci beaucoup, maître. On est ravis de vous retrouver, mademoiselle Nesta. Nous allons pouvoir aborder notre dernière partie sur le télétravail, parce que je vois que l'heure tourne, même si je n'en avais pas conscience du tout. Donc, le télétravail s'est mis en place souvent en marche forcée dans le cadre de cette crise sanitaire, mais risque fort de perdurer, comme nous avons pu le dire auparavant. Doit-il y avoir forcément un accord d'entreprise sur le télétravail et doit-on rédiger des avenants au contrat de travail des salariés qui seraient dans cette situation-là? Alors en fait, il faut distinguer deux configurations. La première, c'est est-ce qu'on répond à la question en se plaçant en état d'urgence sanitaire, ce qui est le cas aujourd'hui et ce qui est le cas jusqu'au 10 juillet, ou est-ce qu'on est post-état d'urgence sanitaire? Alors, que dit le droit commun? Ce qui doit s'appliquer normalement, c'est que hors d'état d'urgence sanitaire, le télétravail doit être mis en place au terme d'un cadre légal. Quel doit être ce cadre légal? Normalement, c'est soit un accord collectif, soit à défaut d'accord collectif, une charte élaborée par l'employeur après avis du CSE quand il existe, ou à défaut d'accord collectif et de charte, d'accord sur le recours au télétravail établi par tout moyen, dit le texte, entre le salarié et l'entreprise. Donc, dans ce cas de figure, éventuellement, la possibilité d'avenant au contrat de travail. Là, en l'occurrence, nous sommes dans une situation d'urgence sanitaire et on a des articles du Code du travail qui permettent en fait à l'employeur de déroger à ce socle du droit commun. C'est l'article L 2222-11 du Code du travail qui avait été créé à l'époque de l'épidémie de H1N1 en 2009. Et cet article, il dit en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces épidémiques ou en cas de force majeure, donc là on est dans la menace épidémique, on est dans l'épidémie, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, jusqu'au 10 juillet 2019, alors état de crise sanitaire qui peut être prolongé au demeurant, mais dans l'état du droit positif et de l'épidémie de la Covid-19 reconnue comme une circonstance exceptionnelle, l'employeur peut imposer la mise en œuvre du télétravail aux salariés dont le poste de travail le permet, sans aucun formalisme particulier. Donc ça, c'est le droit. Après, moi, j'aurais tendance à dire que le télétravail va malgré tout se développer pour d'autres raisons qui ne sont pas liées au sanitaire, peut-être pour des questions de transport, peut-être pour des questions de pollution de l'air, etc., pour aussi des raisons familiales ou personnelles. Et donc, même s'il y a beaucoup d'administratifs à faire en ce moment, moi, je dirais quand même que s'il n'y a pas de charte ou d'accord collectif sur le télétravail,
c'est le moment de se mettre à la rédiger parce que c'est quelque chose dont on va avoir besoin et que la charte ou l'accord collectif peut toujours être amendé et amélioré en fonction des besoins de l'entreprise. Donc, pas obligatoire en l'état de la crise sanitaire. Dès qu'on sort de la crise sanitaire, il faudra mettre quelque chose en place. Donc, autant en profiter pour améliorer, si ce n'a pas déjà été fait, une charte, un accord collectif, un accord d'entreprise, dans le cadre de la concertation avec le CSE, puisque nous sommes sur les conditions d'aménagement des postes de travail des salariés. Très bien, merci beaucoup. Donc, dans la to-do list assez proche. Oui. Mademoiselle Nessa, donc on sait tous que le télétravail isole, surtout quand il est fait en continu, ce que beaucoup de salariés ont vécu ces derniers temps. Quel point de vigilance doit-on avoir en ce qui concerne les risques psychosociaux? Et puisqu'on parlait d'accord sur le télétravail ou de charte de télétravail, est-ce qu'il y a moyen de s'en prémunir dans un accord? Là, sur la question du télétravail en période de Covid-19, bon, il y a un risque hein, quand même. Il faut faire le tri entre ceux qui avaient l'habitude de faire du télétravail, même occasionnellement, voilà, avant le Covid, et ceux qui, notamment les fonctions support, hein, qui basculent hein, comme ça dans tout télétravail. Sachant que, par exemple, pour les fonctions support, ce qui est déterminant pour leur activité, c'est la qualité des modes de coopération. Donc, il faut bien savoir que le télétravail aujourd'hui, même si c'est une solution, il est évident que penser que ça facilite ou ça amoindrit le travail, au contraire, ça complexifie davantage le travail, puisqu'il y a tout un système autour dans la vie privée hein, qui s'ajoute j'allais dire, et qui peut participer à vraiment euh, une dégradation des conditions de travail. Ça, c'est un sujet qui est tabou parce que aujourd'hui, un des impératifs, c'est vraiment la capacité du management de proximité à maintenir le lien avec l'entreprise et avec le salarié qui est en télétravail. Donc ça, il faut vraiment être en capacité d'un point de vue managérial de faire des points réguliers pour essayer de capter hein, les signaux faibles ou les signaux d'alerte des salariés qui seraient vraiment en difficulté hein, depuis les semaines et les semaines en télétravail. C'est pourquoi une des solutions qui a été trouvée dans certaines entreprises, c'est de dire ben, finalement là, on passe dans une seconde phase et on va essayer de ramener progressivement dans l'espace de travail les salariés qui sont en télétravail. Donc ça va être sur 1 ou 2 journées où on va recréer du lien avec les salariés qui sont en télétravail parce que le risque il est vraiment vraiment important du point de vue psychosocial, surtout qu'il ne faut pas négliger le distinguo entre les salariés qui télétravaillent et qui sont en forfait jour et les salariés qui sont en forfait horaire au domicile. On sait très bien que là, pour le coup, le suivi des heures, il est très aléatoire. Donc, sachant que la charge de travail, elle n'est pas pour le moins diminuée. Donc, il est évident que ça, sur ce sujet, il faut essayer de tirer le maximum d'enseignements pour exceller, hein, performer dans la proposition d'ajustement sur les accords temps de travail existants. Et là, je parle sous couvert de Maître Fontana. Tout ça, ça doit être vraiment utilisé pour avoir une architecture hein, d'accord sur le télétravail qui soit vraiment anticipatrice hein, du risque de Covid-19 numéro 2, quoi, ou numéro 3. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est assez important, quoi. Très bien. Et alors, on va terminer donc avec une question un peu plus ouverte et presque aussi un petit peu philosophique. Comment repenser notre manière de travailler ensemble, justement, alors que la totalité des salariés est en télétravail, soit total ou à minima partiel?
Je pense que là, à chaud, c'est difficile de repenser dans l'immédiateté, quoi, hein, de tout ce qui est vécu, parce que le rapport même au temps, il est bouleversé en fait depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est que à froid, hein, j'allais dire, à court terme ou à moyen terme, ce sera vraiment de recréer des groupes de travail ou des groupes d'échange pour capitaliser, hein, tirer les enseignements des choses qui ont été positives et des choses qui l'ont moins été. Moi, des retours que j'ai de terrain, on a la parole de certains managers qui voient une opportunité dans la situation actuelle, dans la mesure où ça les a aussi obligés à repenser les priorités, à mieux distinguer l'urgent et l'important. Pour certains managers, c'est vraiment une opportunité pour repenser. Donc, les managers, ils sont en position dans un angle différent des salariés qui, pour le coup, ils subissent un petit peu plus. Et là, la difficulté de tout ça, c'est comment on maintient la qualité des modes de coopération et de coordination dans la situation actuelle. C'est très complexe aujourd'hui. C'est très complexe parce qu'il n'y a pas assez de recul pour les repenser, parce qu'il y a en même temps une urgence de ne pas rompre l'activité. Vous voyez? Mais tout ça, ça doit être gardé un peu dans le coin de la tête ou dans des écrits pour nourrir une réflexion à moyen terme sur le sujet. Mais c'est évident que faire comme si c'était rien passé, ce sera pas du tout une bonne carte à jouer, quoi. Il faudra, d'ici la fin de l'année, vraiment tirer les enseignements et faire le point sur ce qui a marché positivement. Et parce que parfois, ça révèle des collectifs aussi. Ça révèle des collectifs favorablement, il y a de l'entraide qui se met en place, et parfois, au contraire, ça va accentuer des rapports au travail qui étaient particulièrement individualisés. Donc, tout dépend, en fait, vous voyez. Et là, vous voyez bien que c'est fragilisant pour les managers aujourd'hui en termes de consignes aux salariés, de pouvoir être en situation normale. C'est difficile hein, dans l'exercice même de la fonction managériale d'être à la fois dans le bon contrôle, d'être dans les bonnes remarques, parce qu'il y a tout un niveau qui se voit pas. Il y a un tabou hein, sur le comment on travaille aujourd'hui. Est-ce qu'on travaille bien? Est-ce que chez soi on est on est à fond? Je ne sais pas. Vous voyez. Donc là, il faut créer de la confiance pour parler de ces choses-là. Très bien, donc histoire à continuer à écrire dans toutes nos entreprises. Donc cette webconférence est désormais terminée. J'invite les membres de CSE à nous retrouver sur les 2 groupes privés qui existent sur Facebook ou sur LinkedIn pour pouvoir continuer le débat. Si vous avez besoin d'aller plus loin et de creuser certains détails, n'hésitez vraiment pas à contacter Maître Fontana et Mounira Nessa, dont les coordonnées donc, sont présentées sur la slide qui vous est présentée. Pardon. Et je vous remercie également beaucoup, toutes les deux, d'avoir été présentes aujourd'hui pour répondre aux questions des utilisateurs de Jury Travail. Je vous dis au revoir, Maître Fontana, et au revoir, Mademoiselle Merci Nessa. à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous d'être venus. Et je vous rappelle que pour retrouver l'ensemble du dispositif mis en place sur Jury Travail dans le cadre de la crise sanitaire, vous pouvez retrouver les informations sur jurytravail.com/jurytravail. Voilà, /coronavirus, pardon, excusez-moi. Donc, je vous souhaite une excellente journée à tous et à bientôt pour un futur webinaire. Au revoir.